Donc, bienvenue dans cette deuxième partie de notre après-midi au Muséum national d'histoire naturelle, qu'on remercie chaleureusement de nous accueillir. Je suis Florie Debayeux, je travaille comme Vincent que vous avez eu sur la première partie pour le magazine Uzbek Erika, le média qui explore le futur. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous étions en début d'après-midi sur le constat d'une nature en ville omniprésente et riche, plus riche que ce que nous pourrions penser. Nous allons maintenant aborder une seconde thématique, la nature peut-elle sauver la ville ? Alors sur cette thématique, nous avons un premier sujet qui est l'utilitarisme ou non de la biodiversité. La biodiversité ou diversité biologique, on a pu en comprendre mieux le sens sur la dernière table ronde avec Vincent et ses invités. Il est question aujourd'hui de biodiversité urbaine. Il faut savoir qu'en 2007, les urbains sont devenus plus nombreux que les ruraux. Et on sait qu'en 2050, sur les quelques 9 milliards d'êtres humains que comptera la Terre, on aura 65% d'urbains. Donc la biodiversité urbaine est appelée à devenir un enjeu central pour nos vies. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec nos 4 invités. Donc j'accueille Frédéric Madre. 3 invités, pardon, je suis la 4e. Vous êtes docteur en écologie au Muséum national d'histoire naturelle et cofondateur de Topager, entreprise du paysage urbain comestible et sauvage. Si je ne dis pas de bêtises. J'accueille également Jean-François Castel, vous êtes écophysiologiste. Vous enseignez à AgroParisTech la bioclimatologie, l'agrométéorologie et l'écophysiologie. Voilà, à peu près. Vous travaillez beaucoup et notamment sur l'analyse de la qualité de l'air aussi. Très bien. Et j'accueille enfin Monsieur Richard Raymond. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous avez une formation d'ingénieur agronome, puis vous vous êtes tourné sur les sciences humaines et sociales. C'est ça. Merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons environ 30 minutes de discussion, puis après on vous laissera la parole. Vous pouvez aussi réagir si vous avez envie pendant nos discussions. Donc on va réfléchir à plusieurs questions aujourd'hui. On a de l'architecture biomimétique à l'aménagement des murs végétalisés en passant par l'agriculture urbaine. Il existe différentes approches de la biodiversité urbaine qui nous amènent à réfléchir son utilité en ville pour prendre toute la mesure de nos interactions avec elle. Alors, avons-nous conscience de tous les bienfaits de la nature en ville ? Sommes-nous capables de quantifier les effets positifs de la biodiversité urbaine ? Quel est finalement notre rapport à la nature en ville ? Peut-on et faut-il trouver une valeur économique à la biodiversité en ville ? Nous allons échanger sur toutes ces questions avec nos 3 invités. Ça fait beaucoup ? On va bien voir. Pour commencer, peut-être un rapide retour sur la définition de biodiversité urbaine. On avait vu que la biodiversité n'est pas simplement l'espace vert qu'on peut voir, mais c'est bien plus riche. Monsieur Jean-François Castel, pour préparer cette table ronde, vous m'avez parlé de multifonctionnalité de la biodiversité en ville. Qu'est-ce qu'on peut identifier aujourd'hui comme fonction de cette biodiversité urbaine ? Mon Dieu, un grand nombre de fonctions, parce que l'idée qu'on a quand on cherche à végétaliser ou à introduire un peu plus de nature, on va dire, en ville, c'est que ça va nous rendre service. Et c'est un peu ce problème-là qui peut se poser parce que le service attendu, il n'est pas forcément le même en fonction des acteurs et en fonction des citoyens. Alors on va demander à mettre des plantes, mais alors il faut que les plantes elles fournissent, on a vu tout à l'heure, du nectar et du pollen, etc. Il faut même qu'on puisse les manger, pourquoi pas. Il faut en même temps qu'elles émettent pas trop de pollen allergisant. Il faut qu'elles émettent pas non plus beaucoup de composés toxiques, parce que les plantes émettent des composés organiques volatiles qui peuvent être impliqués dans des processus de pollution atmosphérique. Et en même temps, il faut qu'elles soient capables de dépolluer l'air, de nous apporter de l'ombrage, qu'elles soient capables de réguler les températures. Plein de fonctions différentes et qui ne sont pas forcément traitées par les mêmes personnes. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. C'était un peu ce qui m'a motivé pour venir aujourd'hui, c'était de bien souligner le fait que chacun voit la fonctionnalité un peu à sa porte, mais qu'une vision globale d'ensemble sur comment est-ce qu'on pourrait combiner toutes ces fonctions différentes de façon harmonieuse et efficace, c'est un travail qui reste encore à faire. Et si on creusait une fonction, par exemple,
dont on entend beaucoup parler, la végétalisation des murs, par exemple. Vous avez parlé que ça aidait sur la gestion de la température. Oui, par exemple, avec les végétaux, pour réguler leur température de surface, ils ont trouvé un truc formidable, c'est de faire évaporer de l'eau qui s'évapore et qui passe à travers les petits trous qu'il y a dans les feuilles, là, qu'on appelle les stomates. Et dès que vous évaporez 1 kg d'eau, vont consommer 2,5 mégajoules, donc des quantités d'énergie assez impressionnantes. Et c'est par ce moyen-là que les végétaux régulent leur température. Donc l'idée, voilà, c'est d'utiliser les végétaux, de les mettre le long des murs, et puis du coup d'utiliser cette évaporation pour réguler la température des bâtiments. Voilà, c'est une fonction qui peut être intéressante. Alors ça coûte compliqué, ça nécessite de l'eau, etc. Mais ça peut être un moyen utile de réguler ces températures. Frédéric Matt, vous êtes ingénieur écologue de formation. Lorsque nous avons échangé, nous aussi, sur le sujet, vous m'avez parlé de services écosystémiques. Finalement, on revient beaucoup sur ce que disait M. Castel avec la multifonctionnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce service écosystémique ? Oui, alors on appelle ça donc les services écosystémiques. Il n'y a pas un seul service, c'est toute cette multifonctionnalité qu'on peut attribuer à la biodiversité avec, dans la notion de service, du coup on l'entend bien, il y a déjà effectivement une vision un petit peu utilitariste de la biodiversité, mais bon voilà, c'est aussi une série d'arguments qui permettent de promouvoir la biodiversité, notamment en milieu urbain. Donc il y a notamment, en fait, on les classe, les services, en 3 grands groupes, généralement. Il y a ce qu'on appelle le service d'approvisionnement. Donc ça, c'est justement l'agriculture, typiquement. C'est les plantes qui produisent des denrées alimentaires ou les animaux eux-mêmes qui peuvent être du coup consommés par l'homme. Et du coup, c'est l'approvisionnement qui est fait par la biodiversité. Donc c'est une fonction un peu de support de l'homme aussi. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle des services de régulation. Donc ça, c'est ce dont vient de parler monsieur Jean-François Castel. C'est effectivement, par exemple, de réguler la température en milieu urbain, puisqu'on sait que justement, en milieu urbain, on a des phénomènes d'îlots de chaleur, dont on a parlé aussi tout à l'heure, pour les abeilles. Donc ça, c'est profitable pour les abeilles. Malheureusement, pour l'homme, quand c'est en période de canicule, on sait que ça peut être assez compliqué. Et notamment, on peut avoir le souvenir, en 2003, le fait que dans des villes, on ait, du fait de l'imperméabilisation, de la bétonisation de ces villes, 2 ou 3 degrés de plus qu'à la campagne, et ben ça engendre malheureusement en période de canicule une surmortalité des populations urbaines avec on a 2 ou 3 degrés de plus en ville par rapport à la campagne. C'est ce qu'on estime, il me semble. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on mesure en fait. Et donc effectivement, de ramener de la végétalisation en ville, ça va permettre de diminuer en fait un peu, avec ces effets d'évapotranspiration de la végétation, diminuer un peu cet effet d'îlot de chaleur urbain. Après, régulation, il y en a plein d'autres. La végétalisation, surtout sur les toits, donc ce dont je m'occupe particulièrement, elle a été beaucoup mise en avant, par exemple, pour réguler les eaux d'orage aussi, parce que comme tout le milieu urbain est très imperméabilisé, on sait que dès qu'il y a un orage, en fait, surtout dans Paris où c'est un peu particulier, il y a ce qu'on appelle un réseau unitaire d'évacuation des eaux. Et en fait, toutes les eaux de pluie, elles vont dans les égouts avec tout le reste des polluants qu'on y met. Et en fait, quand il y a un orage, on n'arrive plus à réguler, à traiter toute cette quantité d'eau qui arrive subitement dans les égouts. Et du coup, on balance tout dans la Seine. Et en fait, c'est plus acceptable de nos jours de mettre toutes les eaux usées, donc avec les eaux grises, les eaux noires de nos toilettes, etc., directement dans la Seine. Donc en fait, on a mis en place, il y a des politiques de la ville pour mettre en place justement ce type d'outils qui sont la végétalisation des bâtiments, par exemple, pour faire un peu un effet tampon, en fait, faire un effet éponge sur les toits et du coup permettre que l'eau d'orage n'aille pas engorger les stations d'épuration. D'accord. Il ne faut pas se baigner dans la Seine aussi. Faut éviter. D'accord. On va voir. Chirac avait dit qu'il le ferait, mais je l'attends encore. Non, mais sinon, juste pour finir sur les services, il y a un troisième type de service. C'est donc là ce dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est le service culturel en fait. Donc c'est tout ce que disait Colin Fontaine aussi sur l'émerveillement qu'on peut avoir face à la biodiversité, etc. Et donc ça, c'est vraiment un service qui est très très important. Je pense, et notamment dans tout ce qui est pédagogie, éducation à l'environnement.
Mais en fait, au-delà de cette vision utilitariste, ce que je voulais dire aussi, c'est on peut aussi considérer que finalement, la biodiversité, elle peut être là, elle est là, elle existe par elle-même et elle a un intérêt intrinsèque et on n'a pas forcément besoin de n'y voir que des services avec cette vision utilitariste, mais on peut juste la respecter parce qu'elle est là. Je crois qu'on est tous d'accord. Parfait, ça fait ma transition. Monsieur Richard Raymond, finalement, la nature nous permet aussi de s'émerveiller, de s'étonner, de se réapproprier son espace. Peut-être quelques mots sur ce point. Comment la nature en ville, elle permet aux citoyens de se réapproprier son espace ? Oui, alors, dans un programme de recherche, dans plusieurs programmes de recherche, dont un qui a été piloté par Philippe Clergeau et qui nous a réuni une partie d'entre nous, nous nous sommes intéressés à la manière dont les habitants pouvaient faire perdurer la nature en ville ou réintroduire de la nature en ville, prendre soin de la nature en ville. Et on s'est posé la question de est-ce que cette nature est résiliente, c'est-à-dire est-ce qu'elle se poursuivra d'année en année, ou est-ce qu'en définitive c'est une petite chose qui pétille, c'est-à-dire que la fête des jardins se passe, on va vite chercher nos plantes, on les plante, et puis le week-end d'après on a autre chose à faire parce qu'il y a la Coupe du Monde, une sortie dans un film. Et on oublie d'arroser, et les plantes meurent, et puis ma foi, ça retombe à l'état initial, c'est-à-dire exactement comme ça, le pied d'arbre ou la jardinière était avant. Donc on a un peu interrogé les habitants pour savoir ce qu'ils pensaient de cette nature et pourquoi est-ce qu'ils s'investissaient dans cette végétalisation urbaine. On se rend compte qu'il y a une tension de motivation, c'est-à-dire que les motivations sont extrêmement nombreuses. Je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes utilitaires. Utilitaire, ça voudrait dire qu'il y a une utilité, un but défini. Alors il y a effectivement des habitants qui ont des buts définis. Pourquoi ils végétalisent ? Parmi ces buts, il y a vraisemblablement l'amélioration de l'esthétique de l'espace public, la chasse aux déchets par exemple, ou la chasse aux gens ou aux choses qui nous incommodent. Alors on trouve des bacs de végétalisation, par exemple, dans des recoins qui, par exemple, avant hébergeaient quelques sans-abri. Et puis, il y a un deuxième pôle qui est, en définitive, des gens qui jardinent pour prendre soin, pas forcément de la biodiversité ou pas forcément de la nature, mais juste de l'espace qu'ils habitent, pour recréer un lien entre eux et leur quartier. Ça passe par la végétalisation, le jardinage, ça pourrait passer aussi par l'acte associatif. Il se trouve que la politique est passée par là, ou plutôt la dépolitisation, le désengagement associatif est passé par là, comme ça a été démontré par une flopée de sociologues, dont Jacques Yon par exemple, et on va chercher dans la biodiversité, dans la végétalisation, un engagement plus neutre. Voilà un deuxième pôle, et puis un troisième pôle apparaît, c'est un pôle de recherche d'alternatives à un mode de vie qui, par mille et un petits aspects, nous gêne, ou en tout cas gêne les habitants, et ils veulent redécouvrir quelque chose qu'ils pensent avoir perdu, ou en tout cas qu'ils espèrent sans trop savoir ce que c'est. Et donc ils testent, ils bricolent, ils cherchent. Et jardiner, végétaliser sa rue, son pied d'arbre, sa jardinière, ça fait partie de ces mille et un petits tests que l'on fait. On est vraiment là dans la logique du bricolage de son cadre de vie. Donc on disait l'esthétisme, pour reprendre ce que vous disiez, donc l'esthétisme en premier, et puis ensuite se réapproprier son espace, son quartier, et enfin aller tester des choses, se réapproprier finalement une nature qu'on a un peu perdue, qui est un peu loin dans l'espace urbain. Alors, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que j'ai dit. C'est vraiment des pôles. Oui, c'est des pôles. C'est des pôles qui se dessinent et en fait, les habitants naviguent entre ces pôles. Alors, on a effectivement des personnes qui sont très ancrées sur j'ai posé des bacs devant mon café parce qu'il y avait des populations que je ne souhaite pas voir sédentarisées en face de chez moi. Donc, comme ça, j'ai des gros bacs et ils vont aller un peu plus loin.
Et puis il y a d'autres gens qui, au contraire, posent des bacs tout à fait similaires, mais pour appeler à créer du lien social, à jardiner ensemble, à réinvestir un espace public, à recréer du commun. Et il n'y a pas de hiérarchie dans cette... Enfin, il y a sans doute on a tous un avis de ce qui est bien et ce qui est mal, heureusement, mais les gens ne le font pas forcément par méchanceté, ils le font juste par aspiration à un changement auquel ils aspirent. Tout à fait. Vous m'avez beaucoup parlé de qualité de l'air quand on a préparé le... Oui, c'est un peu mon métier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment la biodiversité aide à cette qualité de l'air ? Oui, alors allons-y. Rapidement, je ne vais pas faire un cours, parce que là, normalement c'est 30 heures sur la végétation et qualité de l'air à AgroParisTech. Vous pouvez vous inscrire. Non, l'idée c'est pas très compliqué quand vous voyez un arbre, une plante, prenons un arbre. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez des feuillages. Et si vous regardez ça, vous avez l'impression que ça occupe un volume énorme. Et puis à l'automne, quand les feuilles tombent, prenons un arbre qui perd ses feuilles en automne, vous les ramassez, puis ça fait un tout petit tas, pas plus haut que ça. Et vous vous rendez compte que finalement, une plante, comme son nom l'indique, c'est planté là, ça ne peut pas se déplacer, et pour se nourrir, ça doit utiliser l'énergie du soleil et fixer le gaz carbonique qui est présent dans l'air. Et du coup, ça a fabriqué des pièges, des capteurs, des surfaces, qui sont là pour capter un maximum d'énergie solaire et de CO2, dioxyde de carbone, présent dans l'air, principalement. Et du coup, si vous avez d'autres molécules polluantes dans l'atmosphère, ou des poussières, des particules, toutes ces surfaces vont agir en tant que capteurs exactement de la même façon et piéger une partie de cette pollution. Tous ceux qui ont des plantes vertes dans une maison où il y a un peu de poussière, ils se rendent bien compte que ces surfaces sont des très bons pièges pour capter la pollution atmosphérique. Alors on imagine que, en plantant des arbres, en végétalisant, on va débarrasser l'air de nos villes de toutes les saletés qu'on émet. Alors les plantes, elles font ce qu'elles peuvent, et on n'est pas très fort encore dans les calculs, dans les estimations, parce que c'est une physique un peu compliquée quand même. Ça dépend si c'est des polluants gazeux, si c'est des particules, si c'est des toutes petites poussières très fines, si c'est des grosses poussières. Bon, je ne vous fais pas le cours de physique qui va derrière, mais en gros, on estime que la végétation de Paris actuelle, elle capte à peu près 1 à 2% de la pollution atmosphérique parisienne. Donc voilà, si on double la végétation de Paris, avec des efforts louables, volontaristes, etc., il y aura plein d'effets géniaux pour la biodiversité, etc., mais on sera à peu près à 4-5% de la pollution absorbée par la végétation. Donc il faut garder ça en tête. Si on baisse la pollution, on peut avoir plus de pourcentage. Le côté utilitaire, sur l'absorption de la pollution atmosphérique, il faut faire un petit peu attention. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il peut y avoir des effets très locaux. Quand vous plantez une haie entre le périph' et puis les habitations qui sont derrière, si vous faites une haie qui fait une bonne dizaine de mètres de large et puis peut-être 5-6 mètres de haut, vous arrivez de l'autre côté de la haie à avoir à peu près entre 20, selon les publications, selon les méthodes d'études, entre 20 et 50% de pollution, on va dire, au sens large, de pollution en moins. Donc ça peut être assez utile sur des effets locaux, à des endroits où il y a des fortes émissions, bien localisées, etc. Mais la pollution globale, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on travaille à ces choses-là. Puis, alors moi, je viens du milieu de l'agriculture, donc je suis quelqu'un qui a travaillé pendant de nombreuses années sur les impacts d'un polluant qui est l'ozone sur les cultures. Donc essayer de protéger les plantes de la pollution qui venait des villes. Et c'est pour ça que je suis un petit peu... Donc maintenant, je m'intéresse un peu à ce qui se passe en milieu urbain, mais j'ai pas perdu ça, cette idée de dire, mais pourquoi on demande aux plantes, finalement, de nous débarrasser de nos saletés, et elles en souffrent. Ça veut dire qu'à côté de ça, il faut trouver des espèces qui soient résistantes, qui soient tolérantes à ces pollutions. Faire attention, si madame mange ses fleurs de bourrache, là, j'espère qu'elles n'accumulent pas trop de cadmium ou de saleté si elle est dans un environnement avec un trafic automobile intense. Il faut faire un petit peu attention à toutes ces choses-là. D'accord. Voilà, Non, mais très bien. voilà, On a entendu, très largement. madame a entendu, je crois.
Avec toutes ces fonctions de la biodiversité, on voit apparaître des projets qui permettent de mettre en valeur ces effets bénéfiques de la biodiversité. Frédéric Madre, votre entreprise Topager en est un bon exemple. Finalement, ça permet d'inscrire la biodiversité urbaine dans le monde économique. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre aventure ? Oui. Alors l'aventure, en fait, elle commençait il y a 5 ans, et notamment avec Jean-François Castel. Nous sommes connus sur les toits d'AgroParisTech. Voilà, c'est ça, c'était un les projet. toits végétalisés d'AgroParisTech ? L'idée était de végétaliser les toitures, et puis comme nous sommes AgroParisTech, quelques idiots dans mon genre ont dit mais pourquoi on ne mettrait pas des trucs qui se mangent ? Après tout, puisqu'on végétalise, autant nous on sait cultiver les choses qui se mangent, donc voilà, c'est parti comme ça. Et puis l'idée, c'était aussi de voir un peu le bâtiment, la ville comme un écosystème où, en fait, dans un écosystème, il n'y a pas de déchets. En fait, tous les déchets redeviennent des ressources. Et donc l'idée, c'était de réutiliser les déchets produits par le bâtiment, donc par les habitants du bâtiment, notamment tout ce qui est déchets compost, donc des compost de déchets verts, compost de nourriture. D'utiliser des mares de café, des différentes choses comme ça, du bois d'élagage broyé, du bois des arbres d'alignement, et de réutiliser tous ces différents matériaux pour refaire des sols fonctionnels en fait, directement sur les toits, réintroduire aussi des vers de terre pour qu'il y ait un petit peu de biodiversité aussi là-dedans, et puis faire des associations végétales comestibles sur ces substrats pour redonner de la ressource directement pour le bâtiment. Donc c'est une expérimentation qui a très bien fonctionné en fait. On est arrivé à un moment où c'était un peu le début de l'engouement pour l'agriculture urbaine, etc. Et du coup, à la suite de ces expérimentations-là, en fait, on a été, mon associé donc Nicolas Bell, qui est aussi ingénieur en éco-conception, on a été assez sollicité en fait, donc ça s'est fait un peu naturellement le développement de l'entreprise. On a été sollicité par des hôtels, des restaurants, des groupes d'immobilier, donc voilà, des groupes de construction, des personnes qui à la base on pensait pas être spécialement sensibilisés par la biodiversité, mais en fait voilà, il s'est trouvé qu'ils ont heureusement pris aussi un peu le virage de l'écologie, et pas que du greenwashing, vraiment d'une écologie avec certes des intérêts qui peuvent paraître des fois utilitaristes, mais aussi un intérêt profond chez certaines personnes pour végétaliser la ville et rendre la ville plus résiliente, plus agréable à vivre et plus verte. Et donc, c'est suite à ces différentes sollicitations qu'on a pu développer l'entreprise Topager, donc qui installe principalement des potagers sur les toits, mais aussi des zones de biodiversité, donc des refuges de biodiversité, donc comme l'évoquait tout à l'heure Colin Fontaine, par exemple, des zones où on va installer du sable sur des toits, des petits substrats à nu pour que les plantes sauvages qu'aime bien aussi Nathalie Machon viennent s'installer, que les toits puissent faire des sortes de relais en fait dans le milieu urbain justement qui est plein de filtres et donc plein de barrières pour ces plantes, que les friches puissent se développer après sur les toits, etc. Et donc que les abeilles solitaires par exemple aussi viennent s'installer, viennent polliniser ces plantes. Et voilà, donc l'aventure, elle continue. On a maintenant réalisé une cinquantaine de projets, surtout sur l'Île-de-France. Donc là, un des projets les plus emblématiques qu'on vient d'inaugurer, c'est sur les toits de l'Opéra Bastille. Donc voilà, pour donner un peu des exemples de projets. On a du coup un grand potager en agroécologie sur 2500 m² de toiture sur l'Opéra Bastille. Et donc l'idée, c'est de cultiver en agroécologie, c'est-à-dire avec des associations de végétaux, voilà, sans aucun traitement, en réutilisant des composts de déchets verts urbains pour fertiliser ces projets. Et puis aussi, il y a un aspect social très important dans tout ça. Et on n'a pas vocation à nourrir la ville avec les potagers qu'on fait sur les toits, parce que ce serait complètement illusoire. Si on arrive un jour, comme pour la pollution, à produire 1 ou 2% de l'alimentation urbaine, ce sera déjà énorme. Donc, c'est quoi les perspectives, par exemple, sur l'Opéra de Paris de production ? Alors sur l'Opéra de Paris, du coup, on vise à produire 100 paniers hebdomadaires, donc des paniers pour une centaine de personnes. Donc voilà, c'est déjà, là pour l'instant, on commence doucement, donc pour l'instant c'est 50 salariés de l'Opéra Bastille qui en bénéficient, et puis ce sera, j'espère, plus ouvert sur le quartier au printemps prochain, et donc les habitants du quartier de Bastille... Si vous habitez pas loin, voilà. pensez-y, inscrivez-vous.
En tout cas, l'idée, c'est voilà, de pouvoir reconnecter aussi les urbains à la nature à travers ce genre de projet, de les reconnecter à des questions d'alimentation, à des questions de saisonnalité. Et du coup, qui s'inscrivent justement dans un projet où ils vont s'inscrire sur l'année avec des fruits, des légumes qui varient à chaque saison. Et puis, sur pas mal de projets qu'on fait, qui puissent vraiment être sensibilisés, c'est-à-dire qu'au contact de cette biodiversité assez utile, puisque c'est effectivement pour la production, mais aussi juste pour l'émerveillement sur certaines petites zones plus dédiées à la biodiversité. Et donc, vraiment, on a l'ambition avec ce type de projet, alors c'est peut-être illusoire, mais en tout cas c'est ça qui nous pousse, c'est qu'en reconnectant justement ces urbains qui sont maintenant une majorité, puisque en fait vous disiez 50% dans nos pays dits développés, c'est 80%, 70 à 80% de population qui est urbaine, et donc c'est 70 à 80% de consommateurs qui ont des pratiques qui ont un impact sur leur environnement immédiat, mais surtout sur leur environnement lointain, que ce soit les champs à différentes échelles, et même aussi après dans leur consommation à l'échelle planétaire, avec des objets de consommation courants. Et donc on imagine en tout cas que le fait de reconnecter des urbains qui n'étaient absolument plus sensibilisés et qui n'avaient plus de connexion à cette nature au quotidien va permettre d'être plus impliqués sur des questions d'alimentation, d'environnement, d'écologie, de saisonnalité, et donc de consommer autrement. Donc pas forcément que consommer ces produits du potager, même si c'est déjà un acte déjà un peu militant et assez, qui permet d'avoir un changement de paradigme, mais aussi changer son quotidien, donc sa mobilité, son alimentation, etc. Et que cette transformation pourra se faire au fur et à mesure en sensibilisant les urbains. Très bien. Je reviens à vous tout de suite. Une question peut-être que tout le monde se pose, enfin moi je me la suis posée en tout cas quand on en a parlé. Tout à l'heure, Jean-François nous disait manger les herbes, avec la pollution, c'est pas trop. On peut se poser la même question pour l'agriculture urbaine. Est-ce que les légumes qu'on a sur le toit de l'Opéra, ils vont être très bons à consommer? Alors c'est forcément une question qu'on s'est posée tout de suite, d'autant plus qu'on était entouré de chercheurs comme Jean-François au début du projet, et donc assaillis de ce type de questions. Enfin, c'est des questions que forcément, naturellement, tout le monde se pose. Est-ce que consommer des légumes qui ont poussé en ville, c'est bon pour la santé ou pas? Alors il y a plein de manières de répondre à cette question. Au minimum, toutes les analyses qu'on a fait, que ce soit sur les toits d'AgroParisTech ou sur les différents sites qu'on a suivis ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait des traces de pollution, comme un peu partout, mais que, donc, notamment sur ce qu'on appelle les éléments traces métalliques, donc cadmium, cuivre, etc., plomb, zinc, et en fait tous ces éléments traces métalliques, finalement, ils sont en quantité, dans toutes les analyses qu'on fait, on les retrouve en quantité très faible, bien inférieure aux équivalente normes. à ce qu'on peut trouver à la campagne Alors j'ai pas de chiffres précis sur ce qu'on trouve à la campagne, mais je crois qu'on est à peu près effectivement équivalent. Voilà. Alors ouais, pour compléter, c'est à peu près le même ordre de grandeur de ce qu'on trouve à la campagne. Par contre, je voudrais attirer quand même l'attention du public sur tout ce qui va être jardin partagé, tout ce qui va être jardin collectif, que l'on positionne très très souvent dans les endroits où on ne peut pas construire, et qui sont souvent les bordures de voies de chemin de fer, les bordures d'autoroutes et les friches. Ces eaux-là. Et alors là, par contre, quand on commence à regarder ce qui se dépose sur la végétation ou dans les sols, on est encore dans le niveau comestible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger, mais on est quand même à des niveaux plus élevés. Donc on est mieux sur nos toits. Voilà, à des niveaux plus élevés, mais qui restent dans les seuils autorisés par les réglementations, etc. Et puis, il va être assez difficile, c'est là que ça devient compliqué, d'aller expliquer à quelqu'un qui fait son jardin depuis X années et qui vit bien, et qui est content de manger ses légumes qu'il produit lui-même, etc., avec tout l'amour qu'il peut porter à sa passion et à ce travail, de lui dire, oui, mais tu achèterais tes légumes au marché, ils seraient moins chargés en polluants que... Voilà, donc ça pose un certain nombre de questions. Mais c'est vrai que
il faut faire un petit peu attention à ça. Alors, il y a des réglementations pour tout ce qui est commercialisation. Quand on est producteur de légumes en Île-de-France, voilà, si on est à moins de 50 mètres d'une voie à grande circulation, normalement, on ne peut pas produire. Voilà. Bon, ça se fait plus ou moins, c'est plus ou moins respecté, parce que, bon, évidemment, le cadastre change tellement rapidement que c'est difficile de tout surveiller. Mais voilà, donc à Paris, on a la chance ou la malchance, ça dépend, d'avoir des rues qui sont très étroites, ce qu'on appelle les rues canyons, voilà, avec des grandes façades et des toits qui finalement sont un petit peu au-dessus de la bagarre parce que la pollution émise au moins par le trafic automobile reste au ras du sol, ou en tout cas monte pas plus haut qu'un ou 2 étages. Donc ça, c'est la chance de pouvoir faire pousser des légumes comestibles sur les toits de Paris. Dans d'autres régions, ce ne serait pas le cas. D'accord. J'étais un peu long, excusez-moi. Non, très bien. Donc finalement, on peut le dire, il y a une certaine question d'équilibre pour la biodiversité en ville, dans sa relation avec l'homme. La nature fait attention à nous, mais on a intérêt à faire attention à la nature. Dans quelle mesure, peut-être, vous pouvez nous éclairer là-dessus, Richard Hermans, dans quelle mesure la nature a besoin de l'homme ? Alors, je ne saurais répondre à la question dans quelle mesure la nature a besoin de l'homme. Comme je suis maintenant plongé dans les sciences humaines et sociales, je retournerai volontiers la question dans quelle mesure l'homme a besoin de la nature. Donc, de mes souvenirs, la nature, elle se débrouille assez facilement sans l'homme. En tout cas, elle trouvera toujours... vraisemblablement une échappatoire pour se développer, même à partir de bactéries ou de fragments de caryotes ou de prokaryotes, comme Jean-Pascal Lopez nous a dit qu'on en trouvait dans les caniveaux. En revanche, dans quelle mesure l'homme a besoin de la nature, c'est assez compliqué. On a envie de dire que l'homme a besoin de la nature parce que ça lui fournit tout un tas de services sans lesquels la vie humaine serait impossible, et sa vie biologique et sa vie culturelle, puisqu'il y a tout un ensemble de services culturels qui sont fournis. Si on pose un petit peu ça et qu'on regarde un petit peu l'évolution de nos sociétés, force est de constater qu'on s'en éloigne de plus en plus, et qu'il n'y a pas une révolution très forte pour s'en rapprocher. On habite de plus en plus en ville et pas à la campagne. Les lieux les plus prisés sont certes les appartements avec vue sur un parc dans un environnement urbain, mais le prix des mètres carrés à Paris est sans commune mesure avec le prix du mètre carré en Haute-Loire, alors qu'en Haute-Loire, il me semble qu'il y a beaucoup moins de villes et beaucoup moins d'urbanisation qu'à Paris. Donc il y a tout un ensemble de... je crois que le mode de vie humain intègre tout un ensemble de dimensions qui vraisemblablement intègrent une part de nature, mais pas que. Il y a plein d'autres choses. En revanche, ce qu'on peut constater, et les observateurs du phénomène urbain depuis Henri Lefebvre, 1967, s'accorde à dire que le monde urbain se caractérise par une sorte de dépossession de l'acte d'habiter. C'est-à-dire que les urbains n'habitent plus, ils logent. Alors ils logent ici, mais ils pourraient loger ailleurs. Ils travaillent ici, mais ils pourraient travailler ailleurs. Ils consomment ici et ils pourraient consommer ailleurs. Et en définitive, leur ensemble de pratiques s'associe beaucoup à un acte de consommation, c'est-à-dire qu'on paye un logement, on paye de la nourriture sans forcément se préoccuper beaucoup d'où vient ce logement, d'où vient cette nourriture, d'où vient ce loisir. Ce qu'on constate quand on va interroger les jardiniers de Paris ou de la branche banlieue,
c'est que cet acte de jardinage est une façon de se... Alors le mot a été prononcé tout à l'heure, de se reconnecter, mais ce n'est pas tant une reconnexion, c'est de retrouver ses racines en somme, de retrouver des liens avec le territoire qu'on habite, de se réapproprier le territoire qu'on habite. Et se réapproprier ce territoire passe peut-être particulièrement par une relation développée avec le végétal, l'animal, avec la nature. Peut-être parce que c'est une altérité qu'on identifie plus facilement et avec lequel on a moins de difficultés à se positionner qu'une autre altérité comme nos frères humains, par exemple. Quand on a discuté pour préparer cette conférence, vous m'avez dit l'homme doit faire attention à la nature et que par faire attention, on entendait regarder, mais aussi protéger. Alors j'ai une dernière question pour vous, c'est pas ciblé, vous pouvez tous les trois répondre. C'était dans ce jeu d'équilibre qu'est la nature en ville, que peuvent faire les citoyens dès aujourd'hui pour protéger cette nature, cette biodiversité en ville? Qui veut répondre? Je veux bien. Ouais. C'est vrai que je vais parler peut-être un peu trop pour ma paroisse, mais c'est vrai que la végétalisation, c'est ce que disait Richard qui me fait réagir, c'est qu'en fait, on sait que la ville, c'est complètement taillé pour l'homme, à l'image de l'homme. Voilà, tout est à la taille humaine et on a laissé peu d'espace finalement à toute cette altérité qui est la biodiversité. Et en fait, finalement, j'ai l'impression, avec les travaux qu'on a fait sur la végétalisation, que le fait, finalement, d'accueillir, de vouloir, en tout cas, accueillir directement sur notre habitat et de recréer sur nos habitats, qui sont des habitats vraiment faits pour l'homme, recréer de nouveaux habitats pour d'autres espèces, pour la biodiversité, ça a peut-être quand même un petit peu chamboulé les choses et du coup, amener l'urbain à partager son habitat avec ces autres espèces et du coup à s'inscrire dans une vision peut-être un peu moins anthropocentrée mais un peu plus dans ce qu'on appelle la biophilie, c'est-à-dire de commencer à apprécier un peu plus le fait d'être confronté au quotidien avec des petites araignées, des petites plantes sauvages, etc. et de ne pas forcément chercher à les détruire systématiquement. Et d'apprendre du coup à les aimer, comme nous disait la dame. Très bien, on va passer aux questions. Ah bah voilà, j'en ai plein. Est-ce qu'on a des... Bonjour, j'avais une question pour Frédéric Madre. Donc en fait, tout le monde peut y répondre bien entendu. J'ai cru comprendre, donc après ce que vous avez dit, que vous faisiez des projets qui étaient vraiment pour la biodiversité, quand vous installez du sable sur les toitures, etc. Et alors ma question c'était, qui paye pour ça? Parce qu'en soi, on sait qu'il y a des externalités positives, on sait tous l'importance de la biodiversité dans les villes, mais en attendant, aujourd'hui, la biodiversité, elle n'est pas du tout comprise dans la comptabilité, etc. Et du coup, est-ce que pour essayer d'encourager les projets comme les vôtres, est-ce qu'il ne faudrait pas passer par une prise en compte de cette biodiversité-là, mais au niveau économique en fait? Oui, bien sûr, il faudrait. Là, pour l'instant, pour répondre de manière très pragmatique, c'est principalement des groupes privés, bizarrement, qui payent ce genre de projet. Donc, en tout cas, pour l'activité de Topager, c'est quasiment 90-95% de groupes privés. Donc, je ne vais pas forcément les citer, mais voilà, des groupes quand même comme Vinci, etc. Donc, on sait effectivement être plutôt à la base des groupes qui auraient eu tendance à s'inscrire, enfin, en tout cas, qui continuent. Même, par exemple, quand on construit une autoroute, on sait clairement que ça ne favorise pas la biodiversité et son déplacement. Mais voilà, ils construisent aussi des bâtiments et il se trouve que de plus en plus sur les bâtiments qu'ils construisent, ils essayent d'installer ce type d'aménagement. Alors voilà, pour l'instant, effectivement, il faudrait pouvoir aller un peu plus loin en termes de politique publique, de politique de la ville pour prendre en compte ces externalités positives. Mais je laisse mes camarades réagir.
Oui, la dimension économique des services rendus par la biodiversité, elle s'est diffusée comme un trait de poudre, comme un feu de paille à partir de 2005 et le Millennium Ecosystem Assessment. Alors c'est très très bien dans le cercle des décideurs, parce que les décideurs, ils aiment bien chiffrer, parce qu'ils s'inquiètent des deniers publics. Lorsqu'on va interroger la population, les habitants des mondes urbains ou ceux qui tentent de redécouvrir la ville, on se rend compte que, en définitive, les motivations économiques ne sont pas forcément premières et qu'il y a d'autres motivations. Et c'est peut-être une des recherches aussi de cette recherche de nouveaux rapports à la nature, peut-être pas de reconnexion, mais de nouveaux rapports à la nature, que de réactiver ces systèmes d'échange qui ne passent pas que par le financier, qui passent aussi par le plaisir, qui passe aussi par le devoir, qui passe aussi par l'éthique. Et alors, sur les projets développés par Topagé, il y a vraisemblablement une grosse part d'économie, parce que ça doit coûter un peu. Il y a aussi une grosse part d'éthique, parce que dans l'agriculture urbaine, il y a des agricultures urbaines qui sont très attentives aux dynamiques, on va dire, biodiversitaires. Et puis, il y a des agricultures urbaines qui sont beaucoup plus attentives à des processus très technophiles, où on enferme des plantes ou des animaux dans des boîtes et puis on cherche à équilibrer toutes ces boîtes. Donc il y a vraisemblablement toutes ces variétés-là. Mais chez les habitants, on se rend compte que cette inclusion dans l'économie n'est pas forcément première dans leur motivation. Même si elle n'est pas absente, hein, on est d'accord. Hein. Même si elle n'est pas absente, par exemple, dans la pérennisation d'un mur végétalisé, c'est une plus-value pour la copropriété, c'est une plus-value pour mon logement que d'avoir accès à une cour ou à un petit jardinet, etc. Voilà. Et pour compléter, justement, ça pose un peu quelques difficultés, parce que le côté économique, voilà, moi j'ai quelques contrats avec sociétés qui veulent végétaliser différents équipements. Et voilà, il y a une plante qui fonctionne bien pour l'objectif de dépolluer. Eh bien, répandons-la partout. Hein, comme à une époque, les toitures végétalisées, c'était toujours la même petite plante, là, une petite plante grasse, le sédum. Pour la biodiversité, franchement, c'était pas le top. Voilà. Donc, ça pose quelques soucis, parce qu'il faut qu'il y ait le retour sur investissement, etc. Il faut que ce soit pratique, il faut que ce soit... Et ça pose la question que j'évoquais dès le départ, comment avoir une vision beaucoup plus globale et intégrée, et celle-là, elle passe forcément par des orientations politiques ou des recommandations. Maintenant, quand vous voyez des nouvelles constructions dans certaines villes, bon, on est encore par endroits à du béton partout, puis à d'autres endroits, un petit effort quand même qui commence à se faire, que l'on perçoit. Voilà. Donc, on a toute la gamme, mais l'enjeu économique, il apparaît forcément à un moment, ça c'est clair. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, moi c'était une question en tant qu'être humain. L'être humain, il utilise ses sens, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût un petit peu moins aux questions. Et moi, je me rends compte que plus j'avance en âge, plus je suis nostalgique des parfums que je sentais pendant mon enfance. C'était en proche banlieue parisienne, où il y avait des zones pavillonnaires avec des glycines, les maisons, pas toutes les maisons, mais il y avait des glycines, il y avait des tilleuls, il y avait des chèvrefeuilles. Et à Paris, on est vraiment coupé de tout ça qui fait... Enfin, moi, ça me faisait plaisir. Et dès que je retrouve un peu des tilleuls, tout ça, je sais pas, ça revient, ça donne du plaisir. Et j'ai l'impression que c'est très loin des préoccupations... Des toitures végétalisées, parce qu'en fait, on a besoin aussi de sensations au niveau du sol, parce que le problème de ces toitures végétalisées, c'est qu'elles ne profitent qu'à certaines personnes. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de HLM, par exemple, qui sont végétalisées, je ne crois pas. Et voilà, moi, je crois qu'il faut remettre l'homme au centre de la... Pardon ? Oui, et qu'il y ait quelque chose au sol et qu'on ne construise pas, parce que moi j'ai vu ça dans l'immeuble où j'habite. Bon, il y a des jardins, ça s'appelle les jardins Le Courbe, mais devant chez moi il y avait une maisonnette
Et il y avait un très beau jardin avec glycine, il y avait un jet qui est assez rare à Paris. Tout ça, ça a été vendu à la mort de la personne qui y habitait. Elle avait un très beau petit jardin en arrière sur lequel mes fenêtres donnaient. Et maintenant, tout ça a disparu. Il y a un immeuble de 8 étages devant. Donc moi, je crois qu'aussi, il y a une responsabilité des pouvoirs politiques et de l'urbanisation à Paris de faire très très attention et de ne pas gâcher, dès qu'il y a une petite parcelle, hop, on construit un immeuble de 8-10 étages. Et parce qu'évidemment, ça va rapporter à Cogedim, Vinci, etc. Mais pour l'humain, là-dedans, il n'est pas... Si, ceux qui pourront payer les logements là-dedans, ben, ils seront contents, mais ceux qui ne pourront pas, ben, ils n'auront rien. Alors, donc il faut remettre la biodiversité au niveau de tout le monde, pas seulement au toit et au sol aussi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Vous m'aidez beaucoup. Vous faites une très belle transition pour la conférence qui va suivre, où on parlera de la ville et qu'est-ce que fait la ville pour la biodiversité. Du coup, je laisserai peut-être sur la conférence suivante répondre à votre question. Juste rapidement, il y a des HLM qui sont de plus en plus végétalisés, heureusement, quoi, parce qu'effectivement, au début, on a vu qu'il y avait, au tout début de la végétalisation et surtout des potagers sur les toits, on a vu qu'il y avait une très forte résistance aux offices HLM, de la part des offices HLM, de faire ce genre d'aménagement sur leur toit. Et puis là, maintenant que c'est quelque chose quand même qui rentre de plus en plus dans les mœurs, et ben, ils arrivent à considérer que c'est pas forcément impossible de laisser accès à leur toit aux personnes qui vivent dans leur bâtiment. Donc là, pour le coup, c'est accessible à tout. C'est assez difficile. Si on regarde d'un point de vue de la biodiversité de la nature, on aurait envie de limiter l'urbanisation, de faire en sorte que nous vivions tous, non pas dans des 2 pièces, mais dans des studios, de réduire nos chambres, non pas à 9 mètres carrés, mais à 6 mètres carrés, voire à 5 mètres carrés, qu'on mange tous des produits locaux, c'est-à-dire que grosso modo, l'hiver, c'est un peu dur, hein. Et on aurait tous envie de ça, bien sûr, mais en définitive, l'être humain intègre tout un ensemble d'envies et de besoins, et les familles ont besoin de plus d'espace, on vit de moins en moins avec ses parents, on part du foyer familial, et les démographes, les géographes, les sociologues dévoilent tout un ensemble de processus qui font que l'urbanisation, vraisemblablement, n'est pas au seuil de son arrêt, vraisemblablement. C'est un élément de réponse. L'autre élément de réponse, c'est que vraisemblablement, et je pense que Xavier Lagourgue en parlera, il y a des possibilités de végétaliser ou de réintroduire de la biodiversité dans de nombreux petits interstices de cette ville en construction. Ça, c'est le deuxième élément de réponse. Et le troisième élément de réponse qu'on peut trouver dans toutes les initiatives qui sont foisonnantes aujourd'hui de villes en transition, d'urbanisme en transition, de territoires en transition, c'est qu'il y a peut-être d'autres modes d'habiter à réinventer, non pas à améliorer ce qui existe, mais à changer peut-être un système qui peut arriver à bout de souffle et qui est à faire autre chose. Pas faire contre, mais faire autre chose. Peut-être reconsidérer les manières dont on s'alimente. Et pour reconsidérer les manières dont on s'alimente, peut-être que participer à la production d'un panier par semaine, où vraisemblablement on ira acheter aussi dans le commerce de quoi compléter ce panier. Mais enfin, ça participe peut-être, c'est peut-être une petite chose qui nous fait réouvrir notre regard sur nos modes d'habiter et reconsidérer peut-être et notre façon de produire de notre nourriture, et notre façon de nous déplacer, et notre façon de reconsidérer notre logement, et notre façon de reconsidérer nos loisirs, etc. etc.
Attendez, je crois que quelqu'un a la parole avec le... Juste pour finir sur la dernière question, je vous invite à rester du coup pour la prochaine conférence sur la ville justement, et où on parlera simplement de démocratisation, de végétalisation, et peut-être que ça répondra à votre question. Très rapidement, je voulais juste revenir sur la discussion qu'il y a eu tout à l'heure quand vous parliez est-ce que la nature a besoin de l'homme, est-ce que l'homme a besoin de la nature. Il y a quelque chose qui me semble assez... Descartes disait rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. Je pense que cette rupture, on peut dire aujourd'hui, est arrivée à son bout. Et moi j'ai l'impression que la question que vous posez s'efface complètement si on imagine que l'homme fait partie intégrante de la nature. Merci. Bonne conclusion.